commencé notre projet de culture légumière biologique. Alors, pour défricher le plateau, on a fait appel à notre voisin qui, à l'époque, était producteur laitier. Et comme il était producteur, il y avait un tracteur et tous les instruments oratoires dont on a besoin pour travailler la terre et faire des productions de fourrage et de céréales. Alors, ça a commencé avec un labo d'automne. Le printemps suivant, il est revenu avec sa RSA-10. Il a passé 2 fois avec la RSA-10. Alors, la RSA-10, c'est des gros disques d'acier qui sont placés avec toutes sortes d'angles. Ça s'entrecroise un peu d'une certaine façon. Donc, ça permet de défaire les sillons de labour, de les fragmenter et de préparer le sol à recevoir des cultures. Et en juin, une fois que les dangers de gel étaient passés, on a établi une culture très dense de sarrasin et on a laissé le sarrasin faire son grain vert. Et au moment où il était en grain vert, on l'a fauché, on l'a laissé un tout petit peu au sol, on l'a incorporé avec une motobêcheuse. C'est l'investissement principal qu'on a fait quand on est arrivé. On s'est acheté une bonne motobêcheuse pour être un peu autonome pour pouvoir travailler la terre. Et puis, on a fait suivre avec un seigle d'automne. Le seigle d'automne, c'est une céréale qui est très vigoureuse en conditions froides, donc c'est très adapté à des cultures d'automne. On a installé un seigle, le seigle a couvert le sol, il a complété le travail d'étouffement du chien-dent et autres plantes indigènes qui étaient établies sur ce plateau-là depuis des années. Et puis, le seigle, qui survit à l'hiver, a été détruit le printemps suivant, vers le 15 mai, toujours par une intervention à la motobêcheuse. Et on était prêt pour commencer tranquillement nos cultures. Ça fait qu'on s'est lancé dans des cultures de légumes de conservation, principalement, pour faciliter notre mise en marché. Ça fait qu'on a établi des cultures de pommes de terre, d'oignons, d'ail, de carottes, de betteraves, de rutabaga, de panais, de choux, de poireaux, toutes des cultures qui se récoltent en fin de saison et qui peuvent être entreposées sans nécessité d'entrepôt réfrigéré. Donc, on n'a pas eu à investir sur un compresseur et un espace isolé. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on n'a pas de tel espace. Alors, ce qui se passait, c'est qu'on récoltait tout d'abord notre ail. L'ail était récolté, séché, préparé en fonction des commandes. Un client voulait 5 kilos, un autre en voulait 3 kilos. Donc, on préparait tout de suite les petits sacs d'ail. Après ça, on récoltait les oignons. Alors, c'était la même chose. On faisait mûrir les oignons, on les faisait sécher. On préparait les poches en fonction des commandes qu'on avait reçues le printemps précédent. Ensuite, c'était les courges qui étaient récoltées. On mettait les courges à mûrir dans la grange et on préparait nos commandes. Et ensuite, c'était les pommes de terre. On récoltait les pommes de terre et on préparait nos commandes en sac ou en poche. Et ça se terminait à la mi-octobre à peu près avec les dernières récoltes de carottes, de betteraves, de rutabaga, de panais, de choux et de poireaux. Et souvent, nos clients venaient nous donner un coup de main pour cette dernière étape au moment où ils venaient prendre livraison de leur commande. Donc, c'était un tout petit peu la formule des paniers ASC, mais au lieu d'avoir une livraison à faire à toutes les semaines, c'était une seule livraison qui se faisait à l'automne. C'était avantageux pour nous parce que ça minimisait beaucoup tout le transport et la livraison. Et c'était intéressant aussi pour nos clients qui venaient ici chercher tous les légumes dont ils avaient besoin pour leur consommation hivernale. Alors, eux autres bénéficiaient d'un bon prix parce qu'ils venaient directement à la ferme. Et nous, on bénéficiait aussi d'un bon prix parce qu'on faisait de la vente directement aux consommateurs. Donc, on éliminait de cette façon les intermédiaires, ce qui était à l'avantage d'à peu près tout le monde. Donc, on a fait ça, je vous dirais, pendant à peu près 5 ans. Donc, on a agrandi, on a pris de l'expérience. Ça a été pour nous des années d'apprentissage. On a expérimenté la rotation des cultures, on a expérimenté le compagnonnage,
On a expérimenté le contrôle naturel des insectes, des maladies, le compostage, la fertilisation et tout ce qui touche aussi à l'établissement des cultures, les densités, etc., etc. Et puis, en 1984, je me suis impliqué dans un projet qui s'appelait Alternative La Naudière, où on fondait une coopérative d'aliments naturels. Et parallèlement à la fondation de la coopérative, moi, j'avais pris le mandat de monter un cours de jardinage que j'ai donné cette année-là à 3 groupes de 30 personnes, donc à 90 personnes. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai essayé de systématiser un tout petit peu l'information que j'avais glanée ici et là par mes lectures et toute l'expérience aussi que j'avais acquise par le travail ici. Et j'ai monté un cours de jardinage. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de plaisir à partager mes connaissances et que j'avais une certaine facilité dans les communications. Suite à cette formation-là, j'ai décidé d'utiliser toute ma recherche pour écrire un livre qui s'est appelé Introduction au jardinage écologique, qui, à ma grande surprise, s'est très bien vendu. Donc, le fait d'écrire un livre, ça m'a permis d'être connu. Et à l'époque, les commissions scolaires commençaient à offrir des programmes en horticulture maraîchère écologique. La commission scolaire de Saint-Eustache a fait appel à mes services pour m'impliquer dans une telle formation. Et j'ai commencé à travailler 3 jours par semaine comme enseignant dans le domaine de l'horticulture maraîchère écologique. Ce qui faisait que, à mon retour à la maison, j'avais un peu moins le goût d'aller faire de la culture légumière, donc d'aller sarcler mes carottes, renchausser mes patates, etc., parce que je le faisais déjà au travail avec mes étudiants. Donc, j'étais déjà prêt en 85-86 pour un changement d'activité ici. Ça a donné qu'on a participé à un concours de jardinage qui était organisé par une revue qu'on aimait bien à l'époque. C'était la revue Aerosmith. C'était une revue anglophone qui était publiée en Ontario et qui traitait beaucoup du retour à la terre, de l'agriculture biologique à petite échelle. Et on n'est pas trop du genre à participer à des concours. Mais le premier prix était très alléchant. C'était un voyage pour 2 en Europe. Avec une tournée des grands jardins européens. Et on avait un intérêt pour ce type de voyage-là. Donc, on a participé avec beaucoup de sérieux et de conviction au concours. On a monté, pendant tout l'été, on a pris des photos du jardin qui étaient déjà beaux, il était quand même assez esthétique, malgré le fait qu'on était en production légumière, qu'on n'avait pas encore développé le côté ornemental, mais on prenait quand même un certain soin à nos cultures, donc il y avait un côté esthétique qui était assez développé. Et j'ai écrit un texte pour décrire un peu nos techniques de travail. C'était nécessaire que le jardin soit biologique. Alors, j'ai tout expliqué, notre façon de travailler. Diane, qui enseigne l'anglais, a traduit le texte, s'est assuré qu'il n'y avait pas trop de fautes. Et puis, on a envoyé notre dossier à la revue. Puis, au mois de novembre, on a reçu une lettre qui nous annonçait qu'on s'était mérité le premier prix. Alors, l'année suivante, on est parti en voyage pour 3 semaines et on a visité les grands jardins européens. On a fait 5 pays, la Hollande, l'Allemagne, la Suisse, la France, et ça s'est terminé avec l'Angleterre. Et c'est vraiment en Angleterre qu'on est tombé sous le charme des jardins anglais. On a vraiment eu un coup de foudre pour la manière qu'ont les Anglais d'aménager leur environnement. Et c'est là qu'on a décidé qu'on allait commencer à transformer une partie de nos surfaces en culture légumière en jardins ornementaux inspirés par l'approche anglaise.